La pression osmotique, comment réguler cela? Il y a avant tout l'intervention d'un contrôle hormonal. Même l'élimination d'urine est gérée de façon réflexe. Donc, c'est un réflexe qui s'installe d'ailleurs à bas âge, avec sous la vessie un muscle qu'on appelle le sphincter, qui permet donc de faire ce qu'on appelle la miction. Le sphincter permet de contrôler la sortie de l'urine, qui est différente du stockage, parce que il faut comprendre que la fabrication de l'urine par les reins est un phénomène continu. Mais son élimination, elle, est discontinue et dépend du volume de remplissage de la vessie. Alors, la première hormone qui intervient est appelée donc ADH, hormone antidiurétique. Donc, c'est une hormone post-hypophysaire, c'est-à-dire fabriquée et libérée dans le sang par la post-hypophyse. Et évidemment, il y a toujours un jeu de contrôle, comme nous l'avons vu au niveau de... Parce que cette hormone, on en a déjà parlé dans la régulation de la pression artérielle. Le mécanisme de régulation est le même, mais les objectifs sont différents. La conséquence est la même aussi, c'est-à-dire augmentation de la volémie, mais nous allons voir que nous l'avions dans le cas du cœur utilisé pour montrer qu'en cas d'hypotension, l'ADH pouvait permettre de régler cette hypotension en relevant la tension. Eh bien, c'est le mécanisme qui élève la tension qui va également, vous allez le voir, faire baisser la pression osmotique. Donc, comment ça intervient? Tout dépend de la pression osmotique. Donc, en cas de hausse de la pression osmotique, la conséquence, ce sera une stimulation des osmorécepteurs hypothalamiques. Donc, les osmorécepteurs. Là aussi, je garde le terme. Nous avons parlé dans le cours de barorécepteurs, récepteurs sensibles à la pression artérielle. Nous avons parlé de glucorécepteurs, glucocapteurs, donc récepteurs sensibles à la glycémie. Eh bien, il y a d'autres types de récepteurs, des thermorécepteurs, par exemple, sensibles à la température, des nocicepteurs sensibles à la douleur. Eh bien, les osmorécepteurs, eux, sont sensibles à la composition chimique du sang, donc la pression osmotique. Ces osmorécepteurs, donc reliés à ce qu'on appelle le complexe hypothalamo-hypophysaire, permettent une sécrétion d'ADH. Souvent, ces schémas de synthèse sont demandés à l'examen, surtout dans les maîtrises de connaissances. Eh bien, l'ADH, quelle sera sa cible? Évidemment, les reins. Que fait l'ADH au niveau des reins? L'ADH stimule une réabsorption d'eau. Nous avons vu tout à l'heure le fonctionnement du néphron. Eh bien, au niveau du néphron, après la formation de l'urine primitive et avant l'obtention de l'urine définitive, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va reprendre une grande partie de l'eau, donc réabsorption d'eau, et l'eau qui est réabsorbée retourne où? Dans le sang. Donc, la conséquence, ce sera une hausse de la volémie. Hausse de la volémie. Si l'eau quitte l'urine primitive et revient dans le sang, c'est un phénomène purement chimique qu'on appelle la dilution. Quelle sera la conséquence de la dilution sur la pression osmotique, sur la concentration? La concentration va baisser. Si vous prenez un verre d'eau sucrée, vous ajoutez de l'eau, la concentration va diluer. L'eau va diluer simplement votre concentration. Donc, la conséquence, ce sera une baisse de la pression osmotique. Et je trouve qu'en terminale, le repère des élèves doivent être le début et la fin. Regardez ce qu'on avait ici au début, pression osmotique, qui augmente, hypertonie. Qu'est-ce qu'on a à la fin? Pression osmotique. Donc, dans vos schémas, un schéma fonctionnel consiste à identifier d'abord le problème biologique posé et d'envisager sa solution. Maintenant, évidemment, il y a un mécanisme qu'il faut apprendre, mais à la base, la logique voudrait quand même, et ça, c'est l'énoncé qui décide. Parce que là, autant un sujet peut vous demander une hausse de la pression osmotique, autant un sujet peut vous demander une bac. Si vous prenez le bac S1, par exemple, 2014, on ne nomme pas directement la pression osmotique. On dit aux élèves, par exemple, en cas d'effort physique, l'individu transpire. Oui, l'individu transpire et immédiatement le problème posé,
quelle sera la conséquence de cette transpiration dans la pression osmotique et comment l'organisme va réagir. Ce sujet devient simple. On transpire, on fait donc l'inverse de ce que j'ai appelé tout à l'heure dilution. Donc la pression osmotique va augmenter. Donc lorsqu'on transpire, on perd de l'eau, la pression osmotique augmente. Ce qui explique d'ailleurs la soif qu'on ressent en fin d'activité physique parce que le corps fait un appel d'eau. J'ai mis juste le mécanisme concernant l'ADH, mais il faut savoir qu'il y a un ensemble de mécanismes qui tournent au-dessus de ça et qui permettent à l'organisme, en cas de hausse, de faire baisser le paramètre, comme nous l'avons vu en cas d'acidose, de ramener à la pression normale de 7,4 ou en cas d'hypertension, de ramener la pression artérielle. Donc à chaque fois, votre repère doit être le paramètre biologique changeant et le mécanisme qui, à la fin, et c'est logique, doit permettre une baisse. Quand il y a hypertension, l'organisme cherche à faire baisser la tension. Et bien, quand il y a hypertonie, l'organisme cherche également à faire baisser la pression osmotique. Maintenant, le reste, comme je l'ai dit, c'est d'apprendre le mécanisme donc, par lequel cela va se faire. Alors, après l'ADH, qui est d'ailleurs souvent lié à un dérèglement qu'on appelle le diabète insipide, le second système, c'est le système rénine-angiotensine-aldostérone, qui est lié, elle, à une sécrétion de Na+. Donc, il concerne un paramètre qu'on appelle la natrémie, c'est-à-dire le taux de Na+, dans le sang. Alors, dans le cas de la régulation de la pression artérielle, nous avons vu que une hausse de la pression artérielle ou bien une baisse de la pression artérielle pouvait influer la sécrétion d'aldostérone. Eh bien, nous avons également dit que le Na+, pouvait influencer la sécrétion d'aldostérone. En réalité, ce système travaille pour la pression osmotique. Son influence sur la pression artérielle est ce qu'on pourrait appeler corollaire, puisque autant l'ADH gère l'eau, autant l'aldostérone gère le Na+. Comment ça se passe? En cas de variation donc, de la natrémie, il y a deux types de variations. Soit il y a une hausse, soit il y a une baisse. Donc, lorsque la natrémie baisse, et là aussi c'est important de connaître le mécanisme de départ. Lorsque la natrémie baisse, comme nous l'avons vu, il y a au niveau des reins la production d'une enzyme qu'on appelle la rénine. La rénine transforme l'angiotensinogène du foie en angiotensine. Et l'angiotensine, comme nous l'avons vu dans le cœur, a deux cibles. La première cible qui est le vaisseau sanguin ne nous intéresse pas ici, mais c'est la deuxième cible. C'est au niveau d'une partie des reins, enfin une partie qui n'est pas des reins, mais qui est à côté des reins, une partie qu'on appelle les glandes cortico-surrénales. Les glandes cortico-surrénales. Donc l'angiotensine stimule les glandes cortico-surrénales qui sécrètent alors cette hormone qu'on appelle l'aldostérone. Et l'aldostérone agit juste en dessous, c'est-à-dire au niveau des reins, mais retenez que, contrairement à l'ADH qui stimule une réabsorption d'eau, l'aldostérone stimule une réabsorption de Na+. Et vous voyez, comme je le disais tout à l'heure, le problème de départ, c'était une baisse de la natrémie. L'aldostérone stimule une réabsorption de Na+, donc ce qui permet de faire relever le Na+, dans le sang, donc ce fameux terme qu'on appelle la natrémie. Donc, vous voyez que le mécanisme hormonal fonctionne comme dans le cas du cœur, sauf qu'ici, la conséquence étudiée, ce sera sur la pression osmotique. Donc, voilà en quelques termes le système rénine-angiotensine, qui est le même que dans le cas du cœur, donc inutile de long. Et évidemment, comprendre qu'à part les paramètres que j'ai traités, à savoir le pH et la pression osmotique, il y a d'autres paramètres. Donc, celui sur lequel peut-être je vais conclure, c'est la température. Donc, la température est un paramètre important dans le corps, parce que non seulement c'est un indice de bonne santé, parce qu'on peut savoir, à partir de la température, est-ce que l'individu a... C'est plus un symptôme qu'une maladie. Mais c'est un paramètre, l'un des paramètres d'ailleurs les plus faciles à prendre. Un thermomètre aujourd'hui est extrêmement facile à utiliser. Et même dans le cas du Covid-19, nous voyons comment la prise de température permet de soupçonner un diagnostic, même si ce n'est pas un diagnostic qui est définitif. Maintenant, pour la température, pour comprendre son incidence sur le milieu intérieur, il faut savoir qu'il y a deux types d'êtres vivants.
Il y a des êtres vivants qui ont une température du corps qui est constante. C'est le cas des mammifères, c'est le cas des oiseaux, donc ce qu'on appelle les homéothermes. Les homéothermes, comme l'homme, sont des animaux, des êtres vivants à température constante. Nous, notre température tourne autour de 37 degrés Celsius. Mais si vous prenez par exemple le poisson est un hétérotherme. Pour le poisson, la température du corps dépend de la température du milieu ambiant. Donc c'est la même chose également pour les amphibiens. Et pour les reptiles, c'est dépendant. Même la température est extrêmement importante chez les reptiles, puisque même c'est certain, c'est la température même qui détermine le sexe des petits. Par exemple, chez le crocodile, selon la profondeur des œufs, on aura des mâles ou des femelles. Mais l'aspect qui nous intéresse ici, c'est que chez l'homme, en cas d'augmentation de la température, dans ce qu'on appelle donc une hyperthermie, comment l'organisme réagit? Et vous voyez que la triptyque revient. Pour le cas de l'acidose alcoolose, on avait parlé donc de ces deux termes. Ici, c'est hypertonie, hypotonie. Là aussi, même chose. On parle d'hyperthermie, une augmentation de la température, qui est différente de la fièvre. La fièvre est pathologique. L'hyperthermie peut être due, par exemple, à le fait de faire du sport ou d'être dans la cuisine pour une femme. L'hypothermie, même chose, le contraire. Donc, lorsque, par exemple, on est dans un milieu où il fait froid, on n'est pas bien couvert. Mais dans tous les cas, sachez que les mêmes mécanismes de régulation de l'homéostasie vont être déclenchés. Nous savons tous que quand il fait froid, on tremble. Mais le trembler est un réflexe. On appelle ça, on l'avait appelé dans le 3e chapitre, le réflexe de frisson thermique. C'est une production détournée de chaleur, puisque un muscle se contacte pour de la chaleur que nous avons nommé chaleur initiale, chaleur retardée. Eh bien, le fait de trembler permet de produire de la chaleur, donc de contrer ce qu'on appelle le refroidissement du corps, parce qu'une température en deçà de 36 risque d'être... C'est la même chose pour la chaleur. Lorsque c'est la chaleur, c'est plutôt l'inverse qui va se passer. Il y a dans le corps des organes de déperdition de chaleur. Le principal organe, la principale partie du corps, c'est la peau, qui permet donc, grâce à la production de sueur, d'éliminer donc l'excès de chaleur. Donc voilà ce chapitre donc qu'on appelle le milieu intérieur.